Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Food. Enjeux, tendances, innovation, business, parcours, l'alimentation sous toutes ses formes, on en parle tous les matins sur Bismart. Quel impact la crise Covid a-t-elle eu sur notre alimentation, sur nos habitudes en la matière? Eh bien que l'on observe nos tables, nos placards ou le contenu de nos assiettes, l'alimentation semble être devenue un véritable refuge au sein des foyers, source d'occupation et de préoccupation. Bonjour Laurence David. Bonjour. Vous êtes la déléguée générale de la Fondation Nestlé. Nestlé, c'est ce géant suisse de l'agroalimentaire, un éventail très large, plus de 50 marques qui s'étend des confiseries à la purée, à l'eau en bouteille, en passant par les céréales. Mais Nestlé France a aussi lancé sa fondation en 2008. Vous en êtes la déléguée générale. Comment est née cette fondation et quelles en sont les missions, Laurence David? Alors, effectivement, en 2008, la Fondation Nestlé France a été lancée et elle a pour objectif d'étudier les comportements alimentaires des Français et également d'éduquer aux bonnes pratiques alimentaires les familles. Et elle a une mission d'intérêt général qui est d'aider les familles et les enfants à bien manger. Question que je me suis posée, est-ce que finalement Nestlé est étendue opère dans plusieurs pays? Est-ce qu'on va retrouver une fondation du même type dans les autres pays où on retrouve Nestlé? Alors en fait non, c'est une exception française. Exception française. C'est une exception française. Où on a une préoccupation aussi du bien manger, effectivement. Voilà, il y a sûrement ça. Il y a également le fait que la culture alimentaire française est un sujet de société majeur. Voilà, c'est sûrement ce qui explique qu'on est une exception, mais on espère peut-être faire des émules. Vous venez pas toute seule, vous venez avec un observatoire alimentation et famille que vous avez fait en collaboration avec Ipsos. Alors la première enquête a été lancée l'an dernier. La crise Covid a poussé aussi justement le lancement de cette enquête, de savoir comment les Français finalement s'alimentaient. Voyaient aussi peut-être le repas et l'alimentation en vertu de toutes ces mesures sanitaires restrictives que l'on a vécues et qu'on vit encore. Alors c'est vrai qu'on a lancé cet observatoire alimentation et famille avec Ipsos. En fait, on l'a lancé avant la crise sanitaire. Le premier terrain a été fait en 2019. Mais effectivement, la crise sanitaire étant arrivée et ayant eu des conséquences sur l'alimentation, ça nous permet d'avoir un vrai état des lieux, une photographie en fait à un instant T des comportements alimentaires des Français et de voir comment ils ont évolué avec la crise sanitaire et surtout les conséquences de la crise sanitaire, c'est-à-dire confinement, couvre-feu, fermeture des restaurants, le fait d'être tous ensemble à la maison. Et donc, c'est très riche parce que, effectivement, ces deux éditions nous permettent de voir l'évolution de ces comportements face à cette crise. L'an dernier, premier confinement. On a totalement tous été bouleversés dans notre quotidien. Qu'est-ce que vous en avez tiré dans votre observatoire? Quels étaient les grands enseignements? Alors, le principal enseignement de l'édition 1, c'est que notre modèle alimentaire français, qui est un modèle alimentaire structuré et assez traditionnel, structuré 3 repas par jour, sur les 3 repas quotidiens, résistait fortement. Et pourquoi il résistait? Parce que, alors sûrement très lié aussi au confinement, parce que très adossé en fait à la notion de convivialité et à la notion de plaisir, et notamment le plaisir d'être ensemble à table. Voilà. Avec ces liens qui ont été aussi rompus pendant les confinements, on n'a pas forcément confiné avec ses proches, avec ceux qu'on aime. Ça a manqué. Et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans ce deuxième observatoire. Exactement, c'est ce qu'on retrouve dans l'édition 2. On voit que malgré la crise sanitaire et cette période chahutée où effectivement on était éloignés les uns des autres, on ne pouvait plus sortir en dehors d'un horaire de 18h, 17h en fonction, malgré toutes ces contraintes en fait sur nos vies, l'alimentation a eu un rôle très positif et a été un facteur de rapprochement au sein des familles, au sein des différents foyers. Et donc du coup, ça pour nous c'est une belle surprise en fait, ce rôle positif et cette valeur sociale, refuge. On retrouve une fonction sociale. Vous parlez de refuge. Nestlé, ça vient de Nest, c'est le nid, c'est le logo aussi de Nestlé, où
on voit effectivement un nid avec, me semble-t-il, 2. Il y en a eu 3, je crois, à une époque, non, c'était pas ça. Des petits oisillons, en tout cas 2 ou 3, avec maman ou papa oiseau. C'est aussi ce côté refuge, foyer, où on est bien, cocon. Alors c'est vrai que la crise sanitaire a tout à fait développé ça, puisque d'un seul coup, on s'est retrouvés tous ensemble au foyer, tous ensemble autour de la table et avec plus de convives à table. Et donc on le voit dans notre... Certains ont appris à cuisiner d'ailleurs à cette occasion. Exactement. Et on le voit dans notre édition 2, le plus bel enseignement, on va dire, la plus belle surprise, c'est que 8 Français sur 10 déclarent garder un bon souvenir de l'alimentation et des repas pendant la pandémie. C'est presque un moment de respiration finalement. Exactement. Dans ce climat anxiogène. Exactement. Et on a vu d'ailleurs que les Français retrouvaient en fait des moments, les moments qu'on ne pouvait plus passer dehors au restaurant, on les recréait en fait à domicile, quitte à être dans un cercle plus restreint, puisqu'effectivement on était confinés. Mais pour autant, il y avait cette envie de recréer ces moments. Et d'ailleurs, on l'a vu aussi, parce que notre observatoire alimentation et famille, il a un dispositif méthodologique assez innovant, parce qu'avant d'aller interroger les Français, en fait, on va d'abord à l'écoute des réseaux sociaux et à l'écoute de ce qu'ils racontent spontanément sur les réseaux sociaux. Et là, sur cette deuxième édition, en fait, les discussions autour de l'alimentation, au sens large, elles ont doublé. Donc, on voit bien qu'effectivement... C'est devenu un sujet de préoccupation majeur. Exactement. Un sujet de préoccupation, un sujet de plaisir, un sujet d'échange, un sujet de partage. Donc, voilà, c'est très positif. On en parlait hier, l'éducation à l'alimentation des enfants. Là, vous confirmez effectivement ce fait majeur. Les enfants ont aujourd'hui un rôle de prescripteur au sein des familles. En fait, il y a clairement, on le voit bien dans notre observatoire, une influence des enfants sur les pratiques alimentaires. Alors déjà, elle se fait à 2 titres. Il y a d'abord les discussions, puisqu'on a 83% des parents qui nous disent discuter alimentation et bien manger avec leurs enfants. Donc c'est quand même énorme. Et on a également 63% des parents d'enfants de 3 ans et plus qui déclarent avoir été influencés dans leur pratiques alimentaires par leurs enfants. Et donc, on voit que cette influence, elle se fait à différents niveaux. Alors déjà, rien que le fait d'être parent, notamment quand on est parent de jeunes enfants, fait qu'on est influencé parce qu'il y a le lien très fort. Il y a 97% d'ailleurs des parents qui disent faire un lien entre alimentation et immunité et renforcement du système immunitaire. Donc, bien évidemment, le fait d'avoir des petits-enfants va influencer nos pratiques alimentaires. Mais après, au fur et à mesure que les enfants vont grandir, ils vont être complètement à l'affût. Alors déjà l'école est un premier pourvoyeur d'informations sur l'alimentation, ne serait-ce qu'avec les cantines scolaires. Et après, ils vont effectivement s'immerger dans les réseaux sociaux, dans les émissions télévisuelles sur la cuisine qu'on a vu fleurir. Ils sont nombreuses. Voilà. Et du coup, on se rend compte qu'effectivement, ils jouaient aussi leur rôle d'influenceurs des parents. Et la transmission générationnelle usuelle sur la cuisine qui se faisait des aînés vers les plus jeunes est en train d'évoluer avec effectivement une influence inversée. Ce qui est intéressant du coup, c'est qu'on peut se dire que les 2 générations se nourrissent l'une l'autre. Et donc en ça, c'est une transmission et une influence réciproque. Comment on explique finalement que ce bien manger soit aussi prégnant en ce moment ? Alors, c'est vrai qu'il y a une aspiration au bien manger. Vous l'avez dit sur la cuisine faite maison et la cuisine de saison. Et c'est vrai que la crise sanitaire a eu un rôle majeur là-dessus, puisque dans la mesure où on était tous dans nos foyers, à temps plus plein qu'avant, la cuisine faite maison a pris de l'ampleur et une fréquence beaucoup plus régulière. Et sur le côté vraiment manger équilibré, en faisant attention finalement à ce qu'on mange en fait pour que ce soit davantage équilibré. Tout à fait. Et alors voilà, il y a les aspirations, donc cette quête de bien manger, et après il y a les pratiques. Donc les Français effectivement ont une aspiration vers le bien manger et ils mettent en pratique différentes choses. Donc il y a les pratiques qui sont dans la restriction d'aliments
pas neutre en tout cas, c'est-à-dire réduire le sucre, réduire le sel, réduire les matières grasses. Mais il y a aussi des pratiques en fait qui sont plus aspirationnelles, je dirais. Et notamment là, on a vu le locavore. Le locavore et le Made in France. On a 36% des Français qui déclarent acheter plus souvent des produits Made in France. On voit également une grande tendance sur le gaspillage alimentaire. Il y a 37% des Français qui déclarent pareil faire plus souvent attention au gaspillage alimentaire. On a dans les pratiques aussi vers cette quête de bien manger et de bien acheter la notion de diminuer ses achats. Donc il y en a 32% des Français qui diminuent leurs achats de produits suremballés avec trop d'emballage. Et dans la même tendance aussi, cette fois-ci plus sur la cuisine, on a 28% des Français qui disent faire plus attention au reste d'ingrédients qu'il y a dans leur réfrigérateur, etc., et de faire de la cuisine de reste. Les résultats de cet observatoire sont très précieux. Elles vont vous amener, j'imagine, à mener des actions concrètes aussi, allant dans le sens de ces aspirations. Vous parlez de gaspillage, de qualité nutritionnelle. Qu'est-ce que vous allez faire chez Nestlé pour proposer une offre qui coïncide aussi avec ces nouvelles aspirations ? Alors, à la Fondation Nestlé France, bien évidemment, on s'imprègne de tous ces résultats et on les fait nôtres pour délivrer nos actions et les affiner. Alors, sur les produits proposés, surtout en Nestlé. Vous avez adopté en 2019 le Nutri-Score. Alors ça, effectivement, c'est sur... donc là, je vais répondre avec une casquette Nestlé, mais je reviendrai à la casquette Fondation. Très rapidement, il nous reste absolument que 50 secondes. Alors, Nutri-Score, tous les produits Nestlé, 100% des produits Nestlé ont apposé le Nutri-Score. On peut espérer que Nestlé retravaille ses recettes en vertu Nestlé retravaille toujours ses recettes. Depuis 5 ans, on a retravaillé 40% de nos recettes. Même si justement, il y avait un rapport qui est sorti en juin dernier, un rapport interne, qui mentionnait 60% de recettes qui ne seraient pas équilibrées. Alors on a l'impression que c'est toujours compliqué, effectivement, entre ces aspirations et puis toujours la recherche du plaisir que cherchent les personnes. On a quand même 60% de nos produits qui ont un Nutri-Score A et B et 70% qui ont un Nutri-Score A, B et C. Mais si je reviens à la Fondation, très rapidement, on s'est déjà inspiré en fait de ces résultats en lançant un kit pédagogique qui s'appelle Nutri-Plateau, qui est à destination des enfants, justement pour les aider à manger équilibré, varié et surtout dans les bonnes portions. Et ça va permettre aux enfants, d'une part, d'avoir une assiette équilibrée entre légumes, féculents et protéines, et d'autre part un livret d'accompagnement où ils vont pouvoir faire des recettes de saison, donc mettre la main à la pâte parce qu'on sait que c'est en cuisinant que se prennent les bonnes habitudes et c'est dès l'enfance et qu'on va les garder tout le long de sa vie. Merci beaucoup Laurence David. Merci à vous de m'avoir reçue. Je rappelle que vous êtes la déléguée générale de la Fondation Nestlé. Merci à vous. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée cette semaine. Merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous lundi pour un nouveau numéro de Smart Food. Passez un excellent week-end. À lundi.